À 2 minutes. Pour les inscrits, Monsieur Jérôme Lambert, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez la parole pour 10 minutes, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour mes premiers mots en 2017 dans notre hémicycle, permettez-moi, en propos liminaires, de vous présenter mes vœux les plus sincères à chacune et chacun d'entre vous, et au-delà de nos divers choix politiques, quant aux perspectives à venir, espérons que nous gagnerons collectivement en humanité pour faire avancer certains dossiers qui nous concernent tous, comme la question du changement climatique qui nous interpelle aujourd'hui, ainsi que l'a souhaité le groupe RRDP. Nous nous retrouvons donc pour un débat sur les négociations internationales relatives au changement climatique, quelques semaines après la conclusion de la COP22 à Marrakech, qui a eu lieu en novembre 2016 et qui a poursuivi la voie tracée par la réussite de la COP21 de décembre 2015 à Paris. Cette réussite, due à la conscience mondiale, animée par une volonté très affirmée de la France, conditionnera pour longtemps les négociations climatiques à venir. Après l'adoption par les 195 États représentés de l'accord de Paris, le président de la COP21 et chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, avait qualifié l'accord de juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Et l'ensemble des parties prenantes a reconnu la qualité de l'accord qui induisait une avancée significative dans les rapports internationaux portant sur la lutte contre le réchauffement climatique. On se souviendra de l'accord de Paris comme le tournant historique de la politique climatique, concluait la chancelière allemande Angela Merkel. Barack Obama n'hésitant pas à souligner que l'accord de Paris établit le cadre durable dont le monde a besoin pour résoudre la crise climatique. Lors de la COP22, la communauté internationale a d'ailleurs de nouveau félicité la France pour le travail accompli, non seulement pour conclure l'accord de Paris, mais aussi pour entamer la dure bataille des ratifications devant être opérées par chaque État par des mécanismes juridiques et politiques qui leur sont propres. Ainsi, au 1er septembre dernier, les ratifications ne couvraient des États représentant que 2% des émissions, mais début décembre, les ratifications de 113 États couvraient 77% et aujourd'hui, elles concernent quasiment l'ensemble des parties prenantes. Peu d'accords internationaux ont été ratifiés aussi rapidement. Cela démontre une prise de conscience des États, certainement poussée par les enjeux dont est de plus en plus conscient l'opinion publique mondiale. Si la France a pu recueillir cette victoire diplomatique et écologique, c'est aussi parce que nous avons été exemplaires en nous appliquant à nous-mêmes, avant la conférence de Paris, ce que nous demandions aux autres de faire. Nous avions une responsabilité particulière et nous avons été à la hauteur des enjeux en montrant l'exemple, notamment avec la loi sur la transition énergétique. Aujourd'hui, nous sommes encore le seul parmi les pays de l'Union européenne dont le Parlement a adopté une telle loi, inscrivant ainsi sa contribution nationale dans la loi. Le seul pays ayant aussi publié sa stratégie bas carbone et sa programmation pluriannuelle de l'énergie. Et enfin, nous sommes aussi le seul pays à avoir mis en place des outils d'application que sont la fiscalité écologique, avec le crédit d'impôt, les territoires à énergie positive et les tarifs de rachat pour l'électricité propre. Toutes ces avancées ne sont pas exemptes de critiques ou de nuances. Nous aurions pu aller plus loin sur certains sujets. Mais globalement, il me semble que nous avons un bilan plutôt satisfaisant sur l'écologie et cela nous donne des moyens supplémentaires pour les négociations internationales sur le climat. La COP22 a rappelé, dans le contexte international du moment, l'étroite imbrication des problématiques écologiques, économiques, sécuritaires et migratoires dans un monde en pleine interrogation quant à son devenir. L'ensemble de ces éléments dessine les contours d'une mondialisation telle qu'on l'entend aujourd'hui, un phénomène dynamique intégrant les économies nationales grâce au progrès technologique, mais soulevant des problèmes bien au-delà de la sphère économique. L'enjeu des énergies dans les relations internationales, en termes d'accès, de contrôle, de répartition, de capacité mondiale et de modèles de substitution, est un facteur clé, tout comme peut l'être déjà l'accès aux ressources en eau.
Le lien entre croissance et niveau de consommation d'énergie est tel que toute menace sur l'approvisionnement énergétique des pays industrialisés s'apparente généralement à une atteinte à leurs intérêts essentiels. La question est d'autant plus sensible que la faiblesse des capacités disponibles est une source permanente de tensions sur les cours et les menaces sur l'activité économique mondiale. L'appauvrissement progressif en ressources énergétiques attendu tout au long du XXIe siècle pourrait aussi bouleverser les équilibres actuels et les négociations, comme la COP 21 l'a mise en exergue. Si la COP 21 et la COP 22 se sont tenues dans un contexte d'inquiétude croissante, et si la lutte contre le réchauffement climatique tend à s'imposer comme une cause majeure au plan international, les négociations climatiques et leurs avancées, si attendues soient-elles, comportent aussi de nombreux risques d'échec. Il faut le reconnaître, la COP 22 n'a pas eu la même réussite médiatique que la COP 21 et son bilan peut légitimement être considéré comme mitigé. Cependant, des avancées importantes ont eu lieu. Je salue notamment l'accélération de la mise en place des structures qui doivent nous permettre d'être opérationnels en 2018. Mais nous pouvons regretter qu'au-delà de la déclaration de Marrakech, un beau texte, il faut concrètement transformer l'essai. Dans un contexte nourri par les inquiétudes au sujet de la position des États-Unis à la suite de l'élection de Donald Trump, l'Europe, qui se doit de donner l'exemple, manque parfois de cohérence et de solidarité pour rester un moteur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Certains États traînant résolument les pieds. Cela dit, l'Union européenne a ratifié l'accord en amont de la COP 22. Certains pays étaient en effet réticents à autoriser une ratification anticipée par l'Union, redoutant un précédent pour d'autres types de traités internationaux, notamment les traités commerciaux. Le Conseil ayant finalement pu l'autoriser, il y a eu le vote positif du Parlement européen et l'Union européenne a pu ratifier l'accord le 5 octobre 2016 avec 7 de ses États membres, déclenchant son entrée en vigueur. Parmi les regrets, de nombreuses ONG expertes sur ces sujets ont exprimé leurs craintes sur la faiblesse des moyens financiers. À côté du Fonds vert, globalement plutôt orienté vers les États, les engagements financiers pour le fonds de 100 milliards destinés à financer les petits projets locaux semblent pour l'instant encore incertains. Globalement, les enjeux de la COP 22 ont en effet une dimension pratique. Il s'agit de passer de la parole aux actes. L'accord de Paris est satisfaisant dans les intentions et objectifs qu'il fixe, mais la mise en œuvre n'est pas définitivement actée. C'est bien la problématique de ces négociations internationales et c'est l'objet des discussions en cours depuis la signature de l'accord. Du fait de l'insuffisance des contributions nationales, nous sommes loin de nous maintenir sur la trajectoire limitant le réchauffement climatique à 2 degrés centigrades et encore moins à 1,5 degré. Comment parvenir à respecter l'objectif de cet accord alors que chaque année, nous battons des records de température, même si les rejets de gaz à effet de serre tendent à diminuer, mais pas suffisamment. Les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais des études récentes démontrent que l'année 2016, succédant aux années 2014 et 2015, sera l'année la plus chaude que le globe de mémoire d'homme ait pu connaître. Il s'agit donc d'une tendance lourde. Si la nature de l'accord et le système de contraintes politiques mis en place ont permis de rallier le plus grand nombre de pays, il est indéniable que l'accord de Paris offre peu de garanties quant à la réalisation effective des objectifs fixés par les États. Le processus instauré s'appuie sur la valorisation des initiatives positives sans qu'aucun régime de sanctions dommageable pour les États ne puisse être mis en place. Un État ne respectant pas ses engagements sera montré du doigt, mais c'est le seul risque auquel il s'expose et c'est actuellement uniquement un risque moral et politique. En l'absence de sanctions, l'efficacité des obligations des États demeure donc assez relative et dépend essentiellement de leur bonne volonté. On peut considérer qu'en effet, le niveau d'exigence posé par l'accord au niveau mondial est contradictoire avec la faiblesse des contraintes qui pèsent sur ces États. La COP de 22 devait donc être l'occasion pour les États de prendre acte de cette insuffisance pour les pousser à présenter rapidement des contributions plus ambitieuses dès 2018. Cette étape n'a pas été encore véritablement franchie, mais elle doit s'imposer désormais. Il semble toutefois impensable que les États restent inactifs dans la période préalable et que les objectifs trop limités avancés en 2016 ne soient pas modifiés avant 2025. La référence aux 2 degrés semblant insuffisante, tout en risquant cependant d'être rapidement atteinte et dépassée, que dire des 1,5 degrés demandés par la communauté scientifique. Au rythme constaté du réchauffement climatique, ces quelques années d'inaction sont un risque que la communauté internationale ne peut s'accorder.
Pour conclure, je dirais que nous avons de bonnes raisons de nous satisfaire des progrès effectués et des avancées majeures validées par la communauté internationale. Mais de nouveaux facteurs de risque pour les négociations sont apparus et de nombreuses et graves questions restent en suspens en dépit du caractère essentiel de l'accord global. Le Parlement français a toujours été à la pointe de la mobilisation sur ces questions, au travers des travaux de nos différentes commissions, dont la Commission des Affaires européennes et la Commission du développement durable. J'ai eu l'honneur depuis 8 ans avec mon collègue Bernard de Flessel et depuis 3 ans avec notre collègue Arnaud Leroy de suivre pas à pas l'évolution des discussions internationales sous l'égide de la présidente de la Commission des Affaires européennes, Danielle Auroi, très impliquée elle aussi dans ce domaine, et dans le domaine des enjeux sur les tenants et les aboutissants de ces négociations au travers de tous leurs multiples aspects écologiques, économiques, scientifiques et bien entendu diplomatiques. Ce fut un grand travail et une grande responsabilité qui nous a été confiée et je voulais tous vous en remercier. La législature se termine, mais assurément pas ce travail. Souhaitons que dans la prochaine législature, ce travail soit ardemment poursuivi pour contribuer au rôle essentiel que joue notre pays actuellement et je l'espère aussi dans le futur contre le réchauffement climatique, enjeu majeur de l'avenir de l'humanité qui s'engage dès aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.